Et si un verre d'eau ou un dîner tardif vous empêchait de vous réveiller le lendemain matin? René, 71 ans, s'est endormi paisiblement et ne s'est plus jamais réveillé. Je me souviens encore de ce matin-là, comme si c'était hier. Il était 7 heures passées, un jeudi d'avril tranquille à Lyon. La lumière du soleil s'infiltrait doucement à travers les volets. Les oiseaux commençaient leur chant timide. Tout semblait paisible. Mais dans l'appartement de mon oncle René, un silence étrange, presque pesant, s'était installé. Un silence qui ne ressemblait pas à celui d'un sommeil profond. Plutôt un vide, un souffle qui ne reviendrait plus. René avait 71 ans. C'était un homme chaleureux, discret, toujours élégant dans ses gestes simples. Il aimait sa routine, une promenade matinale au parc de la Tête d'Or, quelques courses au marché Saint-Antoine, un peu de lecture l'après-midi, et le soir venu, un bol de soupe maison, un peu de fromage et un film classique en noir et blanc. Rien d'inhabituel, rien d'alarmant. Il n'était pas malade, pas de signes précurseurs, juste un cœur qui, sans prévenir, s'est arrêté de battre, durant son sommeil, doucement, définitivement. Quand j'ai reçu l'appel de sa voisine, j'ai cru à une mauvaise blague. René? Parti? Impossible. Il avait même prévu de venir déjeuner chez moi ce week-end. Il m'avait parlé, 2 jours plus tôt, d'un vieux vin qu'il voulait me faire goûter. Et pourtant, là sur son lit bien fait, dans sa chambre ordonnée, il gisait, paisible, comme s'il dormait encore. Mais il ne s'est jamais réveillé. Les médecins ont parlé de mort subite nocturne. Aucun traumatisme visible. Aucune explication claire. Juste une liste de peut-être, de possiblement. J'étais perdu. Comment un homme apparemment en bonne santé, sans maladie grave, pouvait-il mourir ainsi, en pleine nuit, sans un cri, sans un signe? Ce n'est que plusieurs semaines plus tard, en discutant avec un gériatre, que j'ai compris. Ce n'était pas un accident, pas vraiment. C'était la conséquence silencieuse d'une série d'habitudes, tellement banales qu'on n'y prête plus attention. Des gestes qu'on répète chaque soir, pensant bien faire, mais qui, après un certain âge, deviennent des pièges, insidieux, mortels. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce que j'aurais aimé savoir avant qu'il ne soit trop tard, avant que René ne devienne une statistique de plus. Ce ne sont pas des théories, ce sont des vérités douloureuses, mais nécessaires. 4 habitudes du soir que tant de seniors pratiquent chaque jour sans s'en rendre compte. 4 habitudes qui, lentement, usent le cœur, perturbent le sommeil, déséquilibrent la respiration, mettent en danger les fonctions vitales. Et dans certains cas, comme celui de René, les emportent. Ce n'est pas une vidéo alarmiste, c'est une main tendue, une conversation sincère, un partage d'humain à humain. Si vous avez plus de 65 ans ou si vous avez des parents, des grands-parents, des proches qui vieillissent, alors ce message vous concerne. Parce que ce sont ces petits ajustements, ces changements subtils dans notre quotidien qui peuvent tout changer, sauver une nuit, préserver une vie. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à faire une chose simple. Si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, si vous sentez que cette histoire pourrait aider quelqu'un que vous aimez, alors abonnez-vous à cette chaîne. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à partager ces récits, ces conseils, ces vérités parfois oubliées, mais si essentielles pour vieillir en paix et en sécurité. Chaque abonnement est un encouragement, une promesse qu'on continue ensemble, vidéo après vidéo, à prendre soin de ceux qu'on aime. Et maintenant, avant de vous révéler les 4 habitudes à éviter absolument, j'ai une question pour vous. Un petit test simple mais révélateur. Selon vous,
Quelle est l'habitude du soir la plus dangereuse pour une personne âgée? A. Manger un repas copieux juste avant d'aller dormir. B. Boire un grand verre d'eau juste avant de se coucher. Écrivez A ou B dans les commentaires. Je lirai vos réponses et je vous dirai très vite si vous aviez raison. On se retrouve dans la prochaine partie où je vous expliquerai ce que j'ai appris, parfois à mes dépens, et comment, dès ce soir, vous pouvez transformer votre sommeil et peut-être même votre destin. Des discussions avec des spécialistes, des lectures, des réflexions personnelles. Tout ce chemin m'a conduit à une évidence. Après 70 ans, le corps entre dans une phase délicate, presque sacrée, où rien n'est à prendre pour acquis. Je me suis souvent demandé pourquoi René n'avait pas donné un signe, même minime. Pourquoi son sommeil, pourtant si paisible, l'avait emporté. C'est alors que j'ai découvert cette vérité. Ce n'est jamais un événement isolé. Chaque bouchée se traduisait par un travail prolongé, parfois jusqu'au cœur de la nuit. Un simple mets riche ou pris trop tard devenait une charge invisible sur le système cardiaque. La circulation, elle aussi, se faisait plus fragile. Le cœur travaillait plus fort pour compenser les vaisseaux qui perdaient de leur élasticité. Chaque réveil nocturne transformait sa pression artérielle. Même un mouvement brusque dans la pénombre pouvait déclencher un déséquilibre. René mentionnait parfois un léger essoufflement en s'asseyant sur le bord du lit la nuit. Je pensais à la fatigue. En réalité, c'était le signe que la pompe cardiaque commençait à peiner en silence. Le sommeil, ce moment sacré de récupération, devient rare et fragmenté. Les cycles profonds sont interrompus par des réveils fréquents, souvent motivés par un besoin naturel de vider la vessie. Mais pour une personne vieillissante, chaque interruption est une rupture. Le cerveau ne parvient plus à atteindre les phases réparatrices. La mémoire s'altère, le système immunitaire s'affaiblit, la concentration perd sa netteté. Je découvris que des épisodes de somnolence diurne, de confusion passagère, de lassitude persistante chez des personnes âgées étaient souvent liés à cette architecture du sommeil détruite nuit après nuit. Je me suis rendu compte que c'est la conjonction de plusieurs de ces fragilités qui rend chaque nuit potentiellement dangereuse. Quelle que soit l'habitude à l'origine, une digression dans l'alimentation, dans l'hydratation, un environnement mal adapté, une posture mal choisie, tout devient amplifié. Le système nerveux, avec l'âge, perd sa capacité d'adaptation rapide. Une variation de température, un reflux gastrique, une alerte respiratoire passe inaperçue jusqu'au moment où l'accident survient. Avec ces informations, j'ai commencé à élaborer pour moi-même, puis pour les proches de René, des habitudes du soir adaptées à ce que j'ai appelé le système de protection douce. Des gestes simples, mais conçus pour respecter cette vulnérabilité accrue. Chaque conseil venait renforcer l'importance d'apprendre à écouter son corps après 70 ans. S'arrêter, observer un nouveau ressenti, un léger essoufflement, une sueur nocturne, un réveil plus fréquent. Rien n'est insignifiant. Une respiration sifflante, un reflux acide, une jambe engourdie, une envie urgente, tout devient message. L'idée essentielle est que le sommeil ne doit pas être vu comme un simple repos mécanique. C'est un rituel quotidien de réparation, de purification. C'est dans la nuit que le corps se régénère, que le souffle cardiaque reprend son ton paisible,
que les fonctions biologiques reprennent un rythme apaisé. Et c'est là que se joue la frontière entre un repos bienfaiteur et un stress silencieux. J'ai compris que vieillir en bonne santé signifie d'abord protéger cette phase nocturne, essentielle. La chambre doit devenir un refuge tempéré et respirant. Les repas doivent être planifiés pour ne pas surcharger l'estomac. L'hydratation doit être calibrée pour éviter les trajets nocturnes fréquents. La posture de sommeil choisie pour accompagner la respiration naturelle, la circulation veineuse. En apprenant à reconnaître ces signaux corporels, j'ai découvert un respect profond pour l'âge qui avance. Ce n'est plus une question de médicaliser chaque instant, mais d'écouter avec humilité les transformations silencieuses d'un corps qui a vécu. Je me suis souvenu des dires d'une gériatre. Le corps, après 70 ans, parle avec lenteur. Il faut apprendre à entendre ces messages. Et c'était vrai. Ces signaux étaient déjà présents chez René, mais je ne savais pas les écouter à temps. Rédiger ses habitudes de vie adaptées est devenu pour moi une mission personnelle. Je me suis donné pour objectif d'aider les aînés à vieillir avec dignité, conscience et surtout en restant pleinement vivants. Parce que chaque nuit, chaque respiration, chaque éveil compte. Il suffit d'un ajustement pour que le sommeil reparte sur des bases solides. Ce que je vous propose, dans la suite, ce n'est pas un catalogue de prescriptions médicales, mais une invitation à observer, à ressentir, à ajuster, à dire oui à des plaisirs simples, oui à un sommeil plus profond, oui à une vie plus douce. Les 4 habitudes que je partagerai avec vous ne sont pas interdites. Elles sont à repenser, à réadapter, à transformer en gestes bienveillants. À chaque étape, mon souhait est de vous accompagner avec la même tendresse que j'aurais offerte à René. Dans les jours qui ont suivi les obsèques de René, je me suis plongé dans ses habitudes du soir, presque obsessionnellement. J'ai fouillé ses carnets, interrogé ses amis, discuté longuement avec sa voisine, Madame Leblanc, qui le voyait chaque soir fermer ses volets à la même heure. Tout me semblait crucial. J'avais besoin de comprendre, de mettre des mots sur ce qui n'avait laissé aucune trace visible. Et c'est là que tout a pris sens. Ce n'était pas un événement brutal ou un défaut génétique. C'était l'addition silencieuse de gestes, de choix anodins, que tant d'entre nous faisons sans même y penser, mais qui, avec l'âge, deviennent des erreurs potentiellement fatales. La première habitude que j'ai identifiée, c'était son dîner. René dînait souvent tard, vers 21h30, parfois même plus tard quand il regardait un documentaire ou une émission de débat politique qu'il aimait. Ce soir-là, m'a dit sa voisine, il avait mangé un gratin dauphinois bien lourd, un peu de charcuterie offerte par un ami et bu 2 verres de vin rouge. Rien d'inhabituel. Mais c'était trop. À 71 ans, ce repas devenait une épreuve digestive. Son estomac, déjà ralenti par l'âge, devait continuer à travailler pendant qu'il tentait de trouver le sommeil. Ce n'est pas la nourriture en elle-même qui l'a trahi, c'est le moment, la surcharge, le manque de répit. Son cœur, déjà fatigué, n'a pas pu gérer cette double sollicitation. Digérer et maintenir un rythme nocturne paisible. Il est probable qu'il ait souffert d'un reflux acide, puis d'un micro-réveil, puis que sa tension ait basculé dans une zone critique, sans qu'il n'ait le temps de se défendre. J'ai aussi appris qu'il buvait beaucoup d'eau le soir. C'est bon pour les reins, disait-il. Oui, mais pas à cette heure-là. Après 70 ans, la vessie perd en élasticité, les reins continuent à filtrer même la nuit, et chaque verre d'eau devient une promesse de réveil. Il se levait, parfois 2 ou 3 fois par nuit, pour aller aux toilettes, marcher dans la pénombre, sortir du lit, se réorienter. Ces gestes simples deviennent des épreuves. Une nuit, il s'est même cogné le genou contre la table basse. Il avait plaisanté sur cette bosse, quelques jours avant sa mort. Aujourd'hui, je me dis qu'il aurait aussi pu tomber, se fracturer,
restait au sol sans aide. Son appartement était très bien isolé, double vitrage, volets fermés, chauffage central. Il faut garder les vieux au chaud, disait l'un de ses proches. Mais à quel prix? La chaleur excessive dans une chambre fermée empêche le corps de se refroidir naturellement. Or, ce rafraîchissement est essentiel pour déclencher le sommeil profond. René dormait souvent avec une couette épaisse, en pyjama en flanelle. Il suait la nuit sans le remarquer, perdait de l'eau et surtout, son cœur s'activait pour réguler une température qu'il n'arrivait plus à maîtriser. Je me suis renseigné et j'ai compris que cette chaleur pouvait contribuer à épaissir le sang, favoriser la formation de caillots. Chez quelqu'un ayant une tension instable, le risque est réel. Accident vasculaire, embolie, arrêt cardiaque. Et tout cela peut se produire pendant que l'on dort, sans un cri, sans un bruit. Juste un dernier soupir. Enfin, il y avait sa manière de dormir. Je me souviens très bien de ses positions. René avait toujours dormi sur le dos, les bras le long du corps, immobile. Il disait que c'était la position la plus neutre, la plus naturelle. Mais ce que nous ignorions, c'est qu'en vieillissant, cette position devient risquée. Le relâchement des muscles du pharynx, la langue qui glisse légèrement vers l'arrière, une respiration plus faible, et c'est l'apnée du sommeil qui s'installe. Sans masque, sans diagnostic, sans même que le dormeur en ait conscience. Il n'avait jamais été testé pour cela. Il pensait que les ronflements étaient normaux. Mais en réalité, chaque nuit, son cerveau manquait d'oxygène. Son cœur se fatiguait et son système nerveux vivait sous une pression constante. Dormir sur le côté gauche aurait pu changer cela. Mais comment changer une habitude enracinée depuis des décennies? Comment faire comprendre à un homme de 71 ans qu'il doit réapprendre à dormir? C'est cette question qui m'a hanté, car ces 4 gestes, dîner tard, boire trop, chauffer trop, dormir sur le dos, sont tellement banals qu'ils passent inaperçus. Ce ne sont pas des erreurs volontaires, ce sont des routines, des réflexes que l'on croit inoffensifs. Et pourtant, ils participent, ensemble, à faire de la nuit un terrain instable, un espace où tout peut basculer. Alors j'ai commencé à parler autour de moi, à mes amis, à mes collègues, à leurs parents. Et tous, sans exception, retrouvaient au moins une de ces habitudes chez un proche. Tous pensaient qu'il s'agissait de détails. Personne ne voyait le lien direct avec la santé, encore moins avec la mort. Mais il est là, ce lien, invisible mais puissant. Et il est temps que nous en prenions conscience. Ce n'est pas une question de vivre dans la peur. C'est une invitation à la vigilance, à la douceur, à l'adaptation. Il ne s'agit pas d'interdire, mais de repenser. Un dîner plus tôt, plus léger, une hydratation répartie dans la journée, une chambre fraîche et aérée, une posture qui respecte le souffle. Ce sont des gestes simples, mais qui, répétés chaque soir, deviennent des boucliers. René ne pourra pas revenir, mais son histoire peut en éclairer d'autres. Et c'est ce que je veux offrir à travers cette vidéo, à travers ces mots. Une lumière douce mais insistante sur ce que nous croyons anodin. Car le détail fait la différence. Et parfois, ce détail sauve une vie. Il m'a fallu du temps pour accepter que la mort de René n'était pas une injustice, ni une fatalité brutale, mais une sorte de passage silencieux, annoncé par des signes que je n'avais pas su lire. Ce n'était pas tant la mort qui me bouleversait, mais la manière dont elle était survenue, subtile, invisible, et pourtant peut-être évitable. Je me suis souvent demandé ce qu'il aurait pu changer, pas pour tout contrôler, personne ne le peut, mais pour s'accompagner mieux, pour traverser ces nuits non comme un péril, mais comme une traversée douce, réparatrice, pleine d'écoute.
Ce que j'ai appris à travers son absence, c'est que vieillir exige une forme nouvelle de force, celle de la délicatesse. Le corps ne réclame plus la performance, mais la compréhension. Il ne demande plus d'aller vite, mais d'aller juste. Cette conscience-là, je ne l'avais pas. René non plus. Et c'est peut-être cela que je regrette le plus. Ne pas avoir su l'aider à ralentir autrement, à ajuster son rythme à celui de son âge. Mais depuis, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à regarder autrement les gestes les plus simples. Non plus comme des routines banales, mais comme des actes de soin. J'ai compris qu'après un certain âge, chaque mouvement, chaque habitude, chaque détail devient une forme d'amour qu'on se porte à soi-même. J'ai aidé ma tante à réorganiser sa chambre. Nous avons retiré les doubles rideaux lourds, remplacé la couette épaisse par une couverture légère en coton respirant. Elle a commencé à dormir avec une petite lampe d'ambiance allumée pour ne pas se désorienter en pleine nuit. Ce n'était pas grand-chose, mais dès les premières nuits, elle m'a dit qu'elle dormait mieux. Elle se sentait plus tranquille, plus en sécurité, et cela suffisait. J'ai aussi parlé à mon voisin Jean, 73 ans, qui aimait ses dîners tardifs et ses infusions à 22 heures. Je ne lui ai pas dit d'arrêter, je lui ai juste raconté ce que j'avais vécu. Il a commencé à dîner à December, à boire davantage d'eau le matin, à faire une petite promenade après le repas au lieu de s'installer directement dans son fauteuil. Ce sont des gestes modestes. Mais en l'observant, semaine après semaine, j'ai vu son teint s'éclaircir, sa fatigue diminuer. Il retrouvait de la vivacité, de la stabilité, une forme de lumière dans le regard que je ne lui connaissais plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas attendre que le corps crie pour l'écouter. Il faut tendre l'oreille dès qu'il murmure. Une légère gêne après un repas, un sommeil entrecoupé, une sensation de lourdeur au réveil, tout cela, ce sont des appels. Non pas à s'alarmer, mais à s'ajuster, à devenir plus précis dans ses choix, plus tendre dans ses horaires, plus doux dans ses rythmes. J'ai appris à valoriser les gestes préventifs, non pas comme des contraintes, mais comme des rituels de protection. Allumer une bougie parfumée à la lavande avant de dormir. Boire une tisane apaisante à 17 heures plutôt qu'à 22 heures. Écouter un morceau de musique calme en fin de journée. Marcher quelques minutes dans le jardin. Toutes ces choses qui apaisent le système nerveux, qui préparent le cœur et l'âme à la nuit. René aimait les silences. Il disait souvent « c'est dans le silence qu'on sent si on est bien ». Et aujourd'hui, je comprends mieux ce qu'il voulait dire. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit. C'est un espace où l'on peut sentir si le corps va bien, s'il est en paix, s'il peut dormir sans être sur ses gardes. C'est ce silence-là que je souhaite à toutes les personnes âgées. Un silence non pas imposé, mais choisi, non pas vide, mais habité. Un silence qui dit « je suis prêt à me reposer ». Pour cela, il faut parfois réapprendre à s'écouter, à ralentir, à simplifier. Je crois que vieillir n'est pas une défaite, c'est un raffinement. Ce que la jeunesse obtient par énergie, l'âge le gagne par précision. Ce que l'on faisait par automatisme, on le fait par conscience. Et c'est là toute la beauté du grand âge. Une sagesse qui ne s'impose pas, mais qui se propose discrètement dans chaque geste du quotidien. Aider quelqu'un à vieillir, ce n'est pas le pousser à faire plus, c'est l'accompagner à faire moins, mais mieux. C'est lui offrir des espaces de calme, des temps de pause, des solutions simples qui respectent ses limites. C'est l'autoriser à être lent, à être fragile, à être pleinement lui-même. Je ne peux pas revenir en arrière et changer ce qui s'est passé avec René, mais je peux transformer ce que j'en fais aujourd'hui. Je peux transmettre ce que j'ai appris, témoigner et peut-être toucher quelqu'un d'autre quelque part,
qui se reconnaîtra dans ce que je décris. Et si ces mots peuvent éviter une nuit trop chaude, un repas trop lourd, une chute dans l'obscurité, un cœur trop fatigué, alors l'histoire de René ne sera pas vaine. Elle sera utile, elle sera vivante, parce que chaque nuit compte, parce que chaque sommeil profond est une victoire, parce que chaque réveil en paix est un cadeau. Et il suffit parfois de presque rien, une décision, un geste, une prise de conscience, pour que tout commence à changer. Quand tout a été dit, quand les larmes se sont taries, quand le silence est revenu habiter les murs de l'appartement de René, je me suis retrouvé seul avec une dernière question. Qu'est-ce que je vais faire maintenant de tout ce que j'ai compris? Rester là, figé dans le regret, ou transformer cette peine en présence, ce vide en parole, ce départ en transmission? J'ai choisi la deuxième voie. Je me suis mis à parler, pas pour revivre la douleur, mais pour qu'elle ne soit pas vaine. J'ai raconté son histoire à mes amis, à mes voisins, à des inconnus parfois, dans une salle d'attente, dans une réunion de quartier, à la sortie d'un concert. À chaque fois, le même silence au début, puis les regards, puis les confidences. Et toujours cette phrase, «Mon père aussi», ou «Ma mère faisait pareil», ou encore «Je n'y avais jamais pensé». Et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas seul. Que l'histoire de René, ce que je croyais intime et isolé, était en réalité universelle. Combien d'hommes, combien de femmes, chaque nuit, ferment les yeux sans savoir que leur sommeil repose sur un fil tendu? Combien de familles vivent que dans l'illusion du tout va bien, simplement parce que rien ne fait encore assez de bruit pour inquiéter? Il est temps que cela change. Pas par peur, mais par amour. Pas en imposant, mais en partageant. Je crois profondément que nous avons tous un rôle à jouer, celui de transmettre, d'alerter avec douceur, de poser des questions là où tout semble aller bien. Il ne s'agit pas de devenir des donneurs de leçons, mais des porteurs d'attention. Une attention sincère, humaine, engagée. Celle qui ne juge pas, mais qui ouvre un espace de dialogue. Celle qui ne dramatise pas, mais qui éclaire. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous aussi, vous portez en vous ce souci de l'autre. Peut-être que vous avez un parent qui vieillit, un grand-père comme René, une tante qui vit seule, un voisin que vous saluez chaque matin. Peut-être que vous vous sentez concerné vous-même, que votre sommeil n'est plus ce qu'il était, que votre corps vous parle différemment depuis quelque temps. Écoutez-le. Et surtout, parlez-en, car c'est en parlant que l'on dénoue les peurs. C'est en posant une question simple. Tu dors bien ces derniers temps? Que l'on ouvre une brèche dans le silence. Et parfois, de cette brèche surgit une prise de conscience, un changement minime, mais qui fait toute la différence. Nous vivons dans une société où la vieillesse est souvent reléguée au second plan. On préfère ne pas voir les fragilités, comme si elles portaient en elles quelque chose de contagieux. Et pourtant, c'est précisément là que se trouve l'un des plus grands enseignements de la vie. Dans la vulnérabilité, dans le ralentissement, dans la tendresse de chaque geste. J'aimerais que cette vidéo soit un point de départ, pas un point final. J'aimerais que vous preniez ce que vous avez ressenti ici et que vous l'emportiez avec vous, que vous en parliez, que vous témoigniez, que vous partagiez vos propres histoires, vos propres doutes, vos petites victoires. Dites-moi par exemple dans les commentaires si vous avez reconnu une habitude risquée chez vous ou chez quelqu'un que vous aimez. Dites-moi ce que vous allez changer dès ce soir ou posez votre question, aussi simple soit-elle. Je lirai chaque message et je vous répondrai avec honnêteté, avec attention. Parce que c'est cela, bâtir une communauté, se répondre, se soutenir, se relever ensemble. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un,
alors partagez-la. Envoyez-la à votre sœur, à votre cousin, à votre médecin, à votre groupe de quartier. Que l'histoire de René circule, qu'elle vive, qu'elle touche, qu'elle guide. Nous avons tous un jour été René, ou nous le serons, et si nous avons la chance d'être encore là demain matin, alors faisons en sorte que chaque réveil soit une chance, chaque nuit un repos véritable, chaque geste une preuve de soin. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci de m'avoir écouté avec votre cœur. Si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à cette chaîne. C'est votre présence, vos retours, vos partages qui me donnent la force de continuer. Chaque clic est une main tendue. Chaque mot déposé en commentaire est un pont entre deux solitudes. Alors, bâtissons ensemble cet espace. Un espace pour vieillir mieux, pour vivre pleinement, pour ne plus jamais considérer une nuit comme acquise. Parce que le sommeil n'est pas une pause dans la vie, c'est la vie qui s'y prépare. L'histoire de René, c'est celle d'un homme ordinaire, paisible, discret, qui ne pensait jamais que les gestes simples du quotidien pouvaient devenir des décisions cruciales. À travers son parcours silencieux, c'est tout un pan de la vieillesse qui s'est révélé sous un jour nouveau. René ne souffrait pas d'une maladie grave. Il ne se plaignait jamais. Il vivait avec ses habitudes, ses horaires, ses plaisirs, sans se douter que ses automatismes, dîner tard, boire un peu trop d'eau, dormir dans une chambre trop chaude, s'allonger toujours sur le dos, s'accumulaient lentement comme des grains de sable dans une mécanique déjà fatiguée. Sa disparition n'a pas été violente, mais elle a laissé un vide immense, parce qu'elle nous a pris par surprise, parce qu'elle semblait injuste, et surtout parce qu'elle aurait peut-être pu être évitée. Ce que son absence m'a appris, c'est que l'on ne peut plus ignorer les petits détails une fois qu'un certain âge est atteint. Chaque soir devient un carrefour, celui du soin ou de la négligence, celui du repos ou de la mise en danger. Et tout commence par la conscience, celle qui dit « Je mérite mieux que l'automatisme, je mérite d'être écouté ». La plus grande leçon de cette histoire, c'est que vieillir n'est pas une fatalité qu'on subit, mais une phase de vie qui exige une attention nouvelle, plus fine, plus douce, plus respectueuse. Le confort, la sécurité, la qualité du sommeil ne sont pas des luxes. Ce sont des droits et des responsabilités, pour soi et pour ceux qu'on aime. Alors je vous invite à partir de ce soir à revoir vos routines, à poser un regard neuf sur ce que vous faites machinalement, à parler à vos proches, à créer une culture du sommeil sain, du soir serein, de la nuit qui guérit. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas coûteux, c'est juste un changement d'attitude, une nouvelle bienveillance. Avant de vous quitter, je vous propose une petite question simple pour voir si vous avez bien retenu l'essentiel. Selon vous, quelle est la posture de sommeil recommandée pour une personne âgée afin de favoriser la circulation et la respiration? A. Dormir sur le dos. B. Dormir sur le côté gauche. Commentez A ou B juste en dessous. Je suis curieux de voir combien d'entre vous auront la bonne réponse. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous vécu ou observé quelque chose de similaire chez un proche? Quelles sont les habitudes du soir que vous pensez devoir changer? Partagez votre avis en commentaire pour que chacun puisse apprendre des expériences des autres. Enfin, si ce contenu vous a touché, éclairé ou simplement fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à créer ces vidéos, à faire entendre des voix, à raconter des histoires qui comptent. Et ensemble, pas à pas, geste après geste, nuit après nuit, bâtir une vieillesse plus douce, plus digne, plus consciente.